j'écris, c'est évidemment aussi pour m'éloigner du regard social. Et quand je suis dans l'écriture, il n'est surtout pas question de prendre en considération ce regard social. Sinon, je ne serai jamais, disons, écrivain. Et l'écriture, quelque part, c'est quoi si ce n'est une sorte de, comment dire, de mise en danger. Notre invité est aujourd'hui un écrivain et réalisateur marocain qui cultive l'art de se mettre en danger. Il a une douzaine de livres à son actif, un film, L'Armée du Salut en 2014. Et il se lance aujourd'hui dans le théâtre avec une pièce intitulée Comme la mer, mon amour. Bonjour Abdallah Taïa. Bonjour Amaya, Ravi. merci pour l'invitation. Alors vous, c'est Abdellah et non Abdallah, cet autre Marocain cher au cœur de Jean Genet et Funambule. Oui, moi c'est Abdellah avec E, mais quand ça s'écrit en français, en arabe, ça se prononce complètement différemment, ça se prononce Abdallah en marocain et Abdallah Taya. En français, ça devient Abdellah Taya. J'avoue que je préfère la prononciation arabe. Abdellah. Abdallah alors. Alors, on a parlé de Abdallah le funambule, mais vous-même, vous n'en êtes pas moins funambule. Cette manière d'être constamment sur le fil du rasoir qu'on décrivait dans l'Exergue, qui est une citation de vous. Cette mise en danger, cette recherche du moins de mise en danger perpétuelle. Mais je crois que moi j'ai plus de chance que le fameux Abdallah, le grand amour de Jean Genet, parce que lui, il a été abandonné par Jean Genet quand même, il faut le dire. Il s'est retrouvé complètement seul et il a eu une fin très tragique. Il s'est suicidé en mettant les livres de Jean Genet autour de son corps. Je vénère évidemment Jean Genet, je vénère les livres de Jean Genet, mais je ne peux pas m'empêcher. Enterré au Maroc, paraît-il, Jean Genet. Oui, il est dans la ville de l'Araïch, l'Arrache, dans le nord du Maroc. Et comme je disais, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée tendre et mélancolique pour ce funambule Abdallah et pour sa fin tragique. Et je pense même qu'un jour, je vais écrire un livre sur lui. C'est un projet que j'ai depuis très, très longtemps dans ma tête. Mais un livre non pas pour le voir à travers ce que Jean Genet a dit et écrit sur lui, mais un livre sur lui, Abdallah, sans Jean Genet. Jean Genet était un génie, bien évidemment, mais il pouvait être extrêmement écrasant. Et votre funambulisme à vous, Abdallah Taïa, vous éludez un peu cet aspect? Mon funambulisme à moi, je pense que il n'y a pas que moi. Hein. Tout à l'heure, vous parlez du regard. On va parler de vous ce soir. D'accord. On va parler de moi. Mon funambulisme, il a dû débuter quand j'étais tout petit. Parce que je suis né dans un milieu très pauvre, une famille dans la survie, nombreuse, 9 enfants, des parents qui viennent de la campagne de Bni Mellal et qui ont immigré à Rabat, la capitale du Maroc, et ensuite à Salé. Moi, je suis né à Rabat en 73, mais j'ai passé l'essentiel de ma vie marocaine à Salé et j'ai assisté à leur funambulisme à eux aussi, parce que j'ai vu ma mère et mon père quasiment parfois mendier pour nous amener de quoi manger. Je les ai vus dans les difficultés extrêmes financièrement. Donc quand on est quand je parle de mon funambulisme, j'ai envie d'inclure celui de ma mère et celui de mon père. Abdallah Taïa, si vous ne deviez retenir qu'un qualificatif, ou soyons larges, 2 qualificatifs pour qualifier cette enfance dont vous nous parliez, quel serait-il? Elle serait un peu à la fois une enfance nue, une enfance nue et dangereuse, parce que j'aurais pu ne pas survivre, ne pas être là devant vous, du fait d'être né homosexuel dans une famille pauvre, dans un environnement très hostile. Et, il a fallu très tôt se débrouiller avec toutes ces difficultés et trouver un moyen de se sauver soi-même, de sauver ma peau, de sauver mon corps. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Ce qui m'étonne par rapport à toute cette petite enfance et adolescence, c'est que même s'il y a eu des choses extrêmement graves, je garde quand même un attachement extrêmement fort pour les corps autour de moi, les corps de mes sœurs. J'ai 6 sœurs
qui sont toutes plus âgées que moi. Je vois le corps de ma mère qui se débrouille chaque jour pour nous nourrir. Il fallait 3 repas quand même. C'était pas gagné. C'est des choses qui aujourd'hui, à l'âge que j'ai maintenant, me revient. Donc il y avait certes le danger pour moi, et peut-être que je me répète encore une fois, il y avait certes une enfance nue pour moi, mais cette nudité ne concernait pas que moi parce que j'étais homosexuel. Alors certes, ils n'ont pas compris grand-chose à mon homosexualité, mais c'était les années 70, c'était les années 80, et je pense que même en Occident, à l'époque, les homosexuels n'étaient pas très bien traités. Donc je dirais une enfance nue, mais avec tout le monde nu autour de moi. Moi-même, Abdallah Taye, en lisant quelques-uns de vos ouvrages et toutes vos interviews, j'en ai retenu deux de qualificatifs, deux autres. Violence omniprésente et inceste généralisé. Vous en parlez vous-même. C'est-à-dire, quand je dis violence, c'est-à-dire que c'est pas qu'il me frappait moi, qu'il me battait. C'est-à-dire, c'est la violence politique dans laquelle on a été tous installés. Il y a eu un abandon politique des pauvres dans les années 70, dans les années après la colonisation française au Maroc et même ailleurs, en Tunisie et en Algérie, dans plein d'autres pays arabes. Donc, je suis né dans cette violence-là politique. On jette les pauvres et on leur dit démerdez-vous, débrouillez-vous. Et donc, eux, comme ils sont obligés de survivre et de trouver une source d'argent quelque part pour pouvoir manger et avancer quand même malgré tout, ils se font violence les uns les autres. Ils entrent dans des logiques qui les blessent et qui les tuent les uns les autres constamment. Donc, c'était ça ce que je voulais dire par violence, c'est-à-dire on nous a installés dans cette violence-là, et nous, quelque part, on ne faisait qu'appliquer ce qui avait été décidé tout en haut pour les pauvres que nous étions. Quant à l'idée de mais vous avez aussi évoqué l'hystérie comme forme de violence, une hystérie que vous entreteniez quelque part. Je réponds vous dites, quand même. J'ai été élevé dans les cris. Mais je réponds quand même sur l'idée de l'inceste. Quand j'ai dit l'inceste généralisé, c'est pas que je faisais l'amour avec mes frères et mes sœurs ou bien avec mes oncles. Pour moi, c'est juste une métaphore pour dire que nous étions tellement pauvres, il n'y avait pas de lit, on dormait par terre les uns contre les autres, donc forcément on se réchauffait les uns les autres, on se touchait, qu'il pouvait y avoir quelque chose comme ça de l'ordre de fantasme incestueux généralisé, mais pas dans l'idée que j'étais violé par mon père ou par mes frères ou bien par mes sœurs. En revanche, pour parler de la violence réelle que j'ai subie, c'est-à-dire c'était la violence de la rue, la violence du quartier, tous ces hommes affamés de sexe qui ne pouvaient pas avoir pratiqué le sexe, je peux dire, avec les femmes et qui s'abattaient sur moi alors que je n'étais encore qu'un enfant et un petit adolescent très efféminé. Et pour eux, à la fois, j'étais cet objet qu'il fallait rejeter, on me jetait de pierres et en même temps, on me prenait la main pour aller me violer dans les maisons qui n'étaient pas encore terminées. Donc, vous voyez, donc, je ne peux pas dire que la violence venait de ma famille. Elle venait du monde pauvre dans lequel nous vivions tous et dans lequel les dirigeants du Maroc nous avaient installés. Je ne peux pas parler de la violence de mon père et de ma mère et oublier la violence politique qui est beaucoup, beaucoup plus grande, la violence de ceux qui décident et qui, pour nous et qui ne font rien pour nous. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ma mère et de mon père. Ma mère n'a rien compris à mon homosexualité, mon père n'a rien compris à mon homosexualité. Mais moi, je le dis, je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie, je les ai vus se sacrifier, je les ai vus tendre la main pour juste ramener des légumes, du pain, un petit peu de viande. C'était pas gagné. Ça n'a pas duré 1 mois ou 2 mois. Ça a duré des années, des années, des années. Donc, je ne peux pas venir aujourd'hui, moi, homosexuel, certes, qu'il ose le dire, et ramener tout le combat d'une classe sociale et d'une famille à mon petit combat à moi, homosexuel. Il faut que j'associe ce combat homosexuel à ce que ma mère a subi, à ce que mon père a subi eux aussi. C'est très important pour moi, ça, de les inclure avec moi dans ces combats, dans mes combats, même si eux, ils n'ont rien fait pour mes combats à moi. Justement, Abdallah Taye, en parlant de votre mère, la figure de votre mère, ou du moins la figure reconstituée de votre mère, hante vos romans. Et cependant, vous dites,
Je n'existais pas pour ma mère, je n'étais que le neuvième. Oui, c'est-à-dire qu'elle avait 9 enfants. J'étais le huitième. Le neuvième, si on comptait la demi-sœur qui n'a pas été élevée avec nous. Donc, il fallait bien qu'elle mise sur quelqu'un. Elle avait choisi de miser sur le fils aîné, mon grand frère, parce qu'il y a eu un grand Comme on le frère. fait d'habitude. Mais comme on fait d'habitude, mais c'était pas par tradition, contrairement à ce qu'on dit. Parce que certes, il y a tous ces droits d'aînesse, tout ça, favoriser les garçons et tout ça dans la société arabe. Ça, je ne veux pas le nier. Mais elle avait programmé son fils aîné pour prendre à travers son corps et son sexe à lui, d'homme, sa revanche à elle, sa revanche politique et sa revanche sur la société marocaine. Et par lui, en le poussant, lui, à faire des études, parce qu'il a fait sciences politiques, mon grand frère. Mon grand frère est devenu même un préfet à un moment donné au Maroc. Et par lui, obtenir une forme de vengeance sociale et obtenir quelque chose, de l'argent, par exemple, l'argent. Parce qu'il n'y avait tellement pas d'argent que cette histoire d'obtenir de l'argent était une obsession majeure pour elle et du coup pour nous. Elle n'avait pas le temps, elle n'avait pas assez d'affection, elle n'avait pas assez de cœur, si je peux dire, pour les restes. Mais il n'y avait pas que moi, il y avait aussi les 6 sœurs. Mais mes 6 sœurs disent aujourd'hui encore que notre mère ne nous a pas donné assez d'affection. Mais vous savez quoi, moi j'ai envie de lui pardonner. Je lui en ai tellement voulu quand elle était vivante, j'étais tellement méchant avec elle quand elle était vivante. Aujourd'hui, aujourd'hui qu'elle n'est plus là, je vois ce qu'elle a fait pour moi. Ma mère a économisé pendant des années l'argent pour me permettre d'aller à l'université à Rabat. Elle a économisé 6 dirhams, 10 dirhams, 12 dirhams. Ils sont ces petites économies qui peuvent paraître ridicules pour certains. Je n'aurais jamais pu faire des études universitaires. Quand je lui dis que j'avais obtenu une bourse pour aller étudier en Suisse et en France, elle a crié au scandale. Elle a dit, mais comment tu vas aller chez les colonisateurs? Mais comment? Qu'est-ce qui te prend? Je t'ai nourri, je t'ai économisé de l'argent pour que tu ailles à Rabat chaque jour. Et maintenant, tu m'abandonnes, tu ne me rends rien et tu vas à ta liberté en France. Et elle a tout fait pour m'empêcher pour aller de réaliser d'aller en Suisse et ensuite en France. Je ne l'ai pas compris à l'époque, mais aujourd'hui, je comprends ça parfaitement. Parce qu'il faut se positionner aussi du côté du point de vue de la femme, de la mère. Elle donne tout cet amour et cette affection, enfin, ce qu'elle a pu me donner. Et voilà qu'un jour, lui, il a 23 ans, il lui dit, bah, au revoir ma mère, je vais chercher la liberté en France. Ça me paraît aujourd'hui l'extrême ingratitude. En vous lisant à Abdallah Taïa, on se dit quand même que vous serez éternellement cet enfant pauvre, violenté. Vous y complaisez-vous pour garder votre colère, qui est votre moteur intact? Quand je dis que je veux absolument rester dans le quartier où j'ai grandi, dans ce dénuement, dans les journées et les nuits pieds nus, parce que je fais partie de ces enfants qui étaient pieds nus, qui sortaient dans la rue pieds nus, ce n'est pas par choix, c'est mon imaginaire tout entier. C'est ce qui est entré en moi d'abord dans mon enfance. C'était que quand je me mets à écrire, les images qui s'imposent à moi, le style qui s'impose à moi, l'esthétique qui s'impose à moi, viennent de ces années-là. Ce n'est pas que je veuille rester, me victimiser en tant que pauvre. D'ailleurs, mes livres sont tout sauf victimaires. La mère, par exemple, les femmes sont incroyablement guerrières. La mère est incroyablement combattante et manipulatrice et elle fait tout pour dominer les hommes. Et ma mère a réussi complètement dans cette mission. Mais en même temps, je me dis que d'accord, j'ai appris la langue française, d'accord, j'ai réussi à venir jusqu'à Paris et trouver une maison d'édition, etc., etc. Je crois qu'il est de mon devoir que d'écrire les histoires des gens comme moi, les gens comme ma mère, comme les pauvres des Maroc, et les écrire avec le contexte et l'esthétique où ils vivent, et non pas les écrire avec un regard sociologique qui essaie d'expliquer je ne sais quoi de leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens je sais pas moi, ils sont nés, je sais pas moi, à Moscou ou dans une campagne russe ou et qui deviennent écrivains. L'imaginaire qu'ils vont véhiculer à partir duquel ils vont écrire, c'est ce qu'ils ont vécu là à côté de Moscou ou bien dans cette campagne russe. Moi, mes premières années, ça a été ces années difficiles, certes,
mais ces difficultés, ça a été plus que difficile, j'aurais pu mourir. Mais j'ai survécu et je ne garde pas une haine, je ne garde absolument pas une haine pour ma mère, pour mes sœurs, je ne garde même pas une haine pour le Maroc. En revanche, j'ai un regard extrêmement critique sur les dirigeants, sur ce qui a été fait politiquement au Maroc, ce qu'on n'a pas donné aux citoyens marocains. On a empêché par exemple Mehdi Ben Barka, le fameux Mehdi Ben Barka, le leader politique qui voulait, après la fin de la colonisation, donner une réelle répartition des richesses au Maroc. On l'a tué à Paris dans les années 60. Voilà, vous voyez, c'est pas que je veux être dans la complaisance. J'ai conscience que le monde où j'ai grandi n'est pas dans la littérature. Et quand on se met à parler des pauvres, on parle toujours d'eux avec une certaine d'en haut, quoi, et en essayant un petit peu de leur donner quelques leçons. Moi, jamais de la vie, je ne donnerai des leçons aux pauvres qui sont moi-même, jusqu'au bout. Mais ce ressentiment, Abdallah Taïa, que vous avez éprouvé dans votre chair, qui est dû au rejet, a-t-il commencé à l'âge de 13 ans où vous dites « cela a commencé à se voir que j'étais différent » Est-ce que cela a commencé à 13 ans quand cela a commencé à se voir que vous étiez homosexuel ou avant? Le ressentiment, non, le rejet. Non, ça a commencé avant. Mais évidemment, moi, je ne me souviens pas de tous les détails. En revanche, je me souviens d'une forme de bonheur comme ça, collectif, rapide, extrêmement rapide, qui pouvait naître par exemple entre mes sœurs et moi. Tout d'un coup, une forme d'extase qui arrivait, et dépassement du genre, dépassement qui est fille, qui est garçon. On m'habille en fille, on me met le caftan, on me maquille, et tout le monde se met à chanter, à danser. Tout d'un coup, tout s'oublie. La vie, les lois, les riches de Rabat, le roi, voilà. Et tout d'un coup, il y avait une forme d'invention de je ne sais quoi entre mes sœurs, mes 6 sœurs quand même, 6, hein, c'est beaucoup, et moi. Et ça, de temps en temps, tout ça me revient comme une forme de bonheur rapide, évidemment. Quand j'ai eu 13 ans, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, il faut devenir homme. Donc, mon corps commençait à grandir, mais j'avais toujours les gestes efféminés. Et donc là, ça devenait réellement un danger extrême, un danger pour ma vie. Et c'est là, parce que non seulement les viols ont continué, la réputation qu'on m'avait bien préparée pendant des années a commencé à se répandre partout, y compris au collège et au lycée. D'ailleurs, ça m'a poursuivi même jusqu'à l'université de Rabat. On disait, voilà, la petite fille, lui, on peut lui faire baisser le pantalon pour rien. Donc, vous vous rendez compte, quand on a 12 ans, 13 ans, et qu'on se rend compte que c'est ça, ça va être ça votre vie, il faut bien réagir d'une manière ou d'une autre. Heureusement pour moi, j'ai hérité de la malignité de ma mère. Je suis devenu un grand comédien, un peu comme Jean Genet, et j'ai parfaitement maîtrisé le rôle de l'adolescent bien élevé, pas du tout efféminé. J'ai enlevé tout ce qui était efféminé, malheureusement. Mais en vous tuant vous-même, Abdallah Taïa, vous déclarez très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je me tue moi-même. Oui, parce que là, encore une fois, on parle des années 80. Donc, pour que les gens se situent parfaitement ce que ça veut dire le parcours d'un homosexuel marocain ou arabe, ou homosexuel tout court, hein, parce que même en Europe à l'époque, pour les homosexuels, c'était pas du tout facile, mais c'était pas du tout gagné. Mais tout à l'heure, je parlais d'abandon politique. On abandonne les gens, on les empêche d'avoir la liberté de leur propre corps, et on les empêche d'avoir la liberté sexuelle. Et ces gens-là, tout d'un coup, ils se mettent comment dire, à s'entretuer entre eux. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait, je sais pas comment dire, au lieu qu'ils me tuent, je me suis tué moi-même pour survivre. C'est ça qui est paradoxal et salutaire. C'est comme si quelqu'un avait donné l'ordre
Et quelqu'un d'autre avait pris le revolver, et le revolver a continué de circuler, et à un moment donné, ce revolver est arrivé jusqu'à ma main à moi, et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais en même temps que je vous raconte tout ça, je veux pas tout ramener, ramener ce que j'ai fait, mes livres et tout ça, à ce petit statut victimaire, à ce petit moment, enfin qui n'est pas petit évidemment, à ce moment où j'aurais pu mourir. À la fois. Mais vos livres sont quand même nourris par cette colère Oui. qui a été éprouvée à cause du rejet. On retrouve cette colère dans tous vos livres, Abdallah Taha. Oui, oui, mes livres sont remplis de colère. C'est rempli d'une voix qui cherche qui cherche à reproduire le temps de la colère que j'avais en moi quand j'étais adolescent. Parce que franchement, ce n'était pas rien, ce n'est pas rien que de vivre comme ça, traverser la vie. Mais en 2007, Abdallah Taha, mais en 2007, vous faites un coming out très remarqué sur la une du magazine marocain Tel Quel. Vous dites homosexuel envers et contre tous. Était-ce un acte militant ou un acte de libération personnelle? C'était un acte militant d'abord et avant tout. Parce qu'en 2007, j'avais déjà 34 ans et j'étais devenu écrivain. Et donc j'avais acquis cette arme, cette légitimité que donne la littérature. Donc je pouvais écrire. Et quand on m'a posé la question, est-ce que l'homosexuel dont il est question du livre, est-ce qu'il s'agit de vous? Je n'avais absolument pas préparé ce moment-là, ce coming out-là. Et d'ailleurs, même la stratégie de coming out ne me concernait pas à l'époque. Mais à partir du moment où j'ai dit, mais oui, c'est Abdallah, c'est moi, ouais, Anna. À partir du moment où je l'ai dit, ça a pris des proportions tellement énormes dans la société marocaine et j'ai entendu des choses tellement fausses et racistes et homophobes, même dans la presse marocaine. Je parle de 2007, que je me suis. À partir du moment où je l'ai dit, maintenant, il va falloir aller jusqu'au bout, corriger systématiquement, enlever ce racisme, se battre pour moi et pour les autres. Et avec le temps, c'est devenu du militantisme. Alors, c'est un militantisme d'écrivain. Je ne suis pas dans une association politique, je ne suis pas de. Je milite parce que j'ai pu avoir cette chance d'écrire et de savoir un petit peu parler, et qu'il y a des gens qui s'intéressent à moi. Et il est hors de question de ne parler que de moi, 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 moi. Certes, j'ai vécu. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de mes parents. Et je répète, même s'ils n'ont rien fait pour moi, ils ont eu leur tragédie à eux aussi. Donc, il y avait mes tragédies à moi en tant qu'homosexuel, mais il n'y a pas que moi. Il faut que je parle aussi des autres. Il faut que je trouve le moyen d'inclure les autres dans mon combat à moi. Vous savez, c'est comme quand, par exemple, vous achetez un sandwich et vous allez dans un jardin public et vous le mangez. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de vous. Et vous êtes en train de manger. Une forme de courtoisie que j'ai vue au Maroc veut qu'il faut lui proposer un petit morceau de ce que vous mangez. C'est-à-dire que vous pensez peut-être que lui aussi, il a faim, lui aussi, il est dans le manque de quelque chose, et même s'il ne le demande pas, il faut penser à lui ou à elle et lui proposer un petit peu de ce que vous avez. Cette petite nourriture que j'ai moi maintenant, il faut que je la réponde. Mais ce coming out en 2007, Abdallah Taha, n'était-il pas aussi un petit peu une démarche personnelle, de libération personnelle, une manière de jeter votre sexualité à la tête de votre famille, à votre mère, à laquelle vous reprochez dans votre livre Celui qui est digne d'être aimé, sa manière d'avoir étalé sa sexualité devant vos yeux d'enfant? Bon, tout d'abord, je fais, moi, une différence nette entre ce que j'écris dans la littérature, c'est-à-dire le temps que je me permets d'avoir dans les livres, c'est-à-dire la littérature est là pour aller au bout du bout, oui. aller au-delà même du soleil, aller au-delà du… Pour la mise en danger, comme vous dites dans l'exergue, pour se mettre en danger. Se mettre en danger soi-même et le monde et les gens qui nous entourent, pas seulement pour donner quelque chose d'apaisé ou simple ou
ou binaire, ou bien présenter quelqu'un qui va juste gagner à la fin, ou bien c'est Abdallah, c'est lui qui a forcément raison et pas l'autre. Jamais je C'est ne pas fais. manichéen, c'est pas manichéen. Vous n'êtes pas dans le manichéisme. Ça m'intéresse, franchement, ça m'intéresse pas parce que quand même, comme vous, j'ai une connaissance de la vie. Je sais que la vie nous met dans des situations où on est sommé de faire des choix impossibles. Et pourtant, on les fait, ces choix-là. Donc la littérature est là pour aller. D'ailleurs, pour moi, la littérature, elle se situe du côté du noir. Hein. Elle se situe dans la nuit, pas du tout dans le jour. Et quand je dis que ma mère, elle étale sa sexualité, c'est dans le contexte de comment elle nous a dominés tous, mais elle nous a dominés tous. En dehors de la littérature, quand je parle, par exemple, comme là, avec vous, je ne peux pas être dans la posture, regarder comme ma mère m'a écrasé, sans essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que même ma mère est devenue cette femme-là autoritaire et qui nous imposait tout ça. Si je me contentais de dire à ma mère, elle était méchante, elle faisait ça, je serais un écrivain indigne. Je ne sais même pas la peine d'écrire. Si on écrit, c'est pour s'intéresser aux profondeurs des êtres, quitte à les révéler extrêmement détestables. C'est pas grave. La littérature est faite pour cela. J'ai écrit, par exemple, après le Coming Out en 2007, en 2009, j'ai écrit une lettre. Être un jeune Marocain. Non, avant ça, j'ai écrit une lettre qui s'intitule L'homosexualité expliquée à ma mère, qui a été publiée dans le magazine marocain tel quel. Moi, je croyais que dans cette lettre, je faisais des reproches à ma mère. Mais quand je la relis, la lettre, aujourd'hui, je ne peux m'empêcher à quel point j'essaie de voir que j'ai essayé de faire un attachement, j'essaie de me rattacher, encore une fois, à cette femme et aux gens de cette femme-là et aux gens autour de cette femme qui essayent de faire quelque chose. Et je recommande, et je le redis encore une fois, c'est extrêmement important, cette femme m'a nourri. Elle se réveillait chaque matin. Elle préparait le petit déjeuner, elle préparait le pain, le déjeuner, le dîner. Elle se débrouillait et souvent, elle n'avait même pas d'argent. Et pendant des années, je ne savais même pas comment elle se débrouillait pour avoir de quoi nous donner à manger. Ça peut paraître futile, mais c'est extrêmement important. Quelqu'un qui se dévoue pour les autres, qui les nourrit au sens propre. Moi, je ne nourris personne. Il n'y a que moi. Aujourd'hui, ma mère nous a nourris. Et maintenant qu'elle est morte, je crois que c'est de mon devoir de fils que de la nourrir elle aussi. Même morte, il faut que je la nourrisse. Je ne vais pas dire des choses gentilles sur elle, mais il faut que je donne quelque chose qui rende justice à ce qu'elle a vécu elle, à ses combats à elle aussi. C'est pour moi, ce point-là, à l'âge que j'ai aujourd'hui, 47 ans, c'est extrêmement important. La colère, Abdallah Taïa, la colère, votre colère qui est quand même froide et sèche, selon votre écriture. Votre écriture est sèche et presque blanche. Cette colère vous définit tant et si bien que vous entretenez un rapport conflictuel, même avec la langue que vous avez choisie comme support d'écriture. C'est un rapport de colère que vous entretenez aussi avec la langue française. Il ne peut être qu'un rapport de colère, de toute façon, parce que la langue française, que je le veuille ou pas, c'est la langue de la colonisation française. Et la France a complètement modifié le Maroc, les structures sociales et politiques du Maroc. Et moi, quand je nais en 1973, donc je vis dans cette modification de la société marocaine. Et la langue française, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est la langue de la séparation des classes sociales, c'est la langue des bourgeois. Quelqu'un qui veut frimer, il parle en français. Quelqu'un qui veut vous faire comprendre qu'il est mieux marocain que vous, il se met à parler en français. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une langue, donc non seulement coloniale, mais c'est une langue aussi bourgeoise, une langue de pouvoir, une langue de la puissance écrasante du pouvoir. Moi, je suis né dans une famille pauvre. On ne parlait pas du tout français. Ça passait à la télévision, on ne comprenait rien. Enfin, moi, en tout cas, mes frères et sœurs, eux, ils comprenaient. Mais on n'avait pas d'amour pour cette langue-là. On s'est dit, c'est la langue des bourgeois de Rabat. On ne va pas parler leur langue quand même. Le paradoxe, c'est que j'ai fini par, dans un geste peut-être de défi à la Jean Genet, je me suis dit, cette langue qu'ils sont en train de nous jeter comme des couteaux pour nous tuer, et ces couteaux-là, je vais les prendre, je vais bien les aiguiser et les retourner contre eux.
je suis allé vers cette langue-là française, non pas dans un amour, une langue, pas en me disant c'est une langue qui va me libérer, me donner l'émancipation et que je vais lire Victor Hugo et Arthur Rimbaud et tout d'un coup, tout d'un coup, ça va être la liberté du matin au soir. Non, ça n'a jamais été le cas. Pour moi, c'était ces gens-là qui me méprisent avec leur langue française, et je veux leur prendre leur langue et en faire quelque chose. Au départ, c'était Et en adoptant cette langue, Abdallah Taïa, vous n'avez pas eu peur de basculer du côté des écraseurs? non, Par exemple, à Abdallah Taïa, en 2009, en écrivant votre lettre à un jeune Marocain, vous êtes-vous demandé si le jeune Marocain défavorisé auquel vous adressiez ne se sentirait pas lui-même écrasé par la langue française que vous utilisez pour lui parler? alors, c'est une très bonne question. Dès le départ, ce livre, Lettre à un jeune Marocain, c'était dès le départ, l'idée, dès le départ, était de le traduire en arabe. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a distribué ça gratuitement au Maroc du livre Lettre à un jeune Marocain, 50 000 exemplaires en français. Avec le magazine tel quel? Tel quel. Et trois mois plus tard, on a distribué gratuitement 40 000 exemplaires du même livre traduit en langue arabe. C'est-à-dire que, je sais pas, pour me défendre un petit peu, j'ai fait ce que j'ai pu sans que personne au Maroc, parmi les riches du Maroc, ne m'aide. Mais j'ai fait en sorte que, voilà, qu'un petit message à travers ce livre-là arrive à certains, Marocains, en tout cas. J'ai choisi la langue française, je ne le regrette pas, mais dans ce rapport à la langue française, il y a tout ce que je suis en train de dire depuis le début de cette conversation avec vous, Maya, c'est-à-dire les origines, l'imaginaire des pauvres, l'esthétique des pauvres, et ce que j'ai vécu moi. Je ne me suis pas dénaturé en arrivant à la langue française. Je ne suis pas je ne suis pas devenu un Parisien qui ressemble aux Parisiens. Mon écriture, certes, c'est des mots français, mais c'est totalement rempli d'un imaginaire arabe, marocain, imaginaire de la ville de Salé dans laquelle j'ai vécu, l'imaginaire du quartier de Haïs Salam. C'est-à-dire que j'ai fait une forme de mélange, de chaos voilà. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui me va bien. Que, voilà, j'essaie dans le livre, dans mes livres, j'essaie qu'il y ait une forme, quelque chose de l'ordre du chaos qui arrive. Mais ce rapport conflictuel que vous nourrissez avec la langue française, n'est-il pas une autre colère que vous entretenez, une colère pour être toujours dans la posture de l'éternel décolonisé, pour nourrir cette colère? J'aurais aimé être ce que vous venez de dire, mais malheureusement, la réalité me démontre que j'ai largement raison. Parce que je pense que vous le voyez bien, que par exemple, on en est à peine aujourd'hui en Occident à se poser la question sur le passé colonial de la France, de la Grande-Bretagne. Et encore, les gens ici en France ne veulent pas trop qu'on parle de cela. C'est comme si la colonisation s'est passée. Ici, quand même, aujourd'hui, on va y venir tout à l'heure sur les mouvements décoloniaux, sur tout ça, on va y venir. Ça, quand même, Bien sûr, il y a des mouvements décoloniaux et tout ça. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je dis l'acceptation de la société française de cela ou pas. Est-ce qu'elles se sont concernées par ça ou pas? Il y a quelque part une forme d'amnésie imposée qui fait que quand on se met à parler de ça, même avec des amis à moi, français, blancs ici, je me heurte à une ignorance totale. C'est-à-dire, il y a presque comme si la colonisation s'est passée comme je sais pas moi, comme une série américaine. Voilà, donc il y a, je veux dire, la colère que je peux ressentir aujourd'hui par rapport aux émigrés, comment ils sont traités en France, par rapport à plein de choses. Je veux dire. Mais justement, Abdallah Taïa, vous avez parlé d'immigrés. Dans votre La Vie lente, vous donnez à penser que l'intégration est une chimère. Mounir, votre personnage principal, réussi, habite dans les beaux quartiers et cependant il se sent immigré, rejeté. Parce qu'il y a quelque chose de. On peut avoir du courage à titre individuel, à titre. Voilà, avoir des initiatives, faire des choses. Mais à un moment donné, on se retrouve face à toute une organisation politique, idéologique, historique, qui est plus grande que vous. Le personnage de La Vie lente, il est
il croyait qu'en apprenant la langue française, en manipulant je ne sais qui, en couchant avec je ne sais qui, et pour obtenir cet appartement de 42 mètres carrés dans un quartier chic de Paris, rue de Turenne, que ça y est, c'est l'aboutissement de l'intégration de l'arabe en France. Or, pas du tout. Le fait même qu'il se retrouve dans ce quartier chic, dans un immeuble où il n'y a que des Français blancs chics, et qui très vite, tout ce qui n'a pas été résolu dans le passé, ou dans lequel lui-même, il n'a même pas existé, lui, dans ce passé colonial, tout d'un coup va ressurgir. Le rapport de la France aux Arabes, le rapport de la France aux personnes noires, tout ça va venir et comme un tsunami sur lui. Il le déréglait dans sa tête. C'est un livre qui parle de dérèglement, la vie longue. Mais ce même Mounir, votre personnage de la vie lente, finalement, il va aller en banlieue, là où il va se sentir mieux. Et là, il va nous parler de cette boulangerie où il aime être car tenu par des filles toutes voilées en signe de liberté. Dites-vous, dit-il. Est-ce que c'est un éloge du communautarisme? Absolument. Est-ce qu'on ne se sent bien que parmi les siens, les femmes voilées en signe de liberté? Absolument pas. C'est-à-dire que pour certains émigrés, pas comme moi, quand je suis venu en France, j'avais déjà 25 ans, mais il y a des Français noirs ou d'origine maghrébine qui sont nés ici. Là, on leur dit, intégrez-vous, mais en même temps, on les empêche de s'intégrer, on ne leur donne pas leur chance. Et à force d'être rejetés par le système, à force de n'avoir plus de place dans leur propre pays, dans le pays où ils sont nés, ils se retrouvent entre eux. C'est tout à fait, comment dire, humain comme stratégie de survie. Ils trouvent autre chose pour exister. Alors peut-être que c'est autre chose et dérangeant selon certaines personnes, mais au lieu de se poser, mais qu'est-ce qu'on a fait nous pour que ces personnes-là se sentent à ce point-là rejetées, on se concentre sur un détail, justement la question du voile, et toute la discussion politique ne tourne qu'autour de cette histoire du voile. Alors que le problème de la tragédie, c'est qu'est-ce qui a fait que ces gens qui sont français, ne se sentent pas français. Mais en même temps, dire que le voile est signe de liberté pose problème, Abdallah Taïa. Problème par rapport au principe universel, pas uniquement par rapport à la France ou par rapport à qui que ce soit. Le voile est un vêtement qui assigne la femme à un statut inférieur de aura, d'impur. La liberté ne peut pas être définie que par telle ou telle personne, tel ou tel pays. Il y a des choses qui… Sinon, il y a des règles universelles. Mais universel, malheureusement, quand on dit universel, c'est souvent dans le sens de ce qui a été inventé en Occident et selon les lois de l'Occident. Moi-même, je ne suis pas contre les lois de l'Occident, il y a plein de choses auxquelles j'adhère parfaitement. Mais quand ces mêmes lois qui veulent l'émancipation et la liberté des individus se retournent contre certains individus qui, eux, dès le départ, sont rejetés par ces mêmes pays. Vous voyez, donc, je ne peux pas dire à quelqu'un qui a faim, je sais qu'il a faim. Et à force de famine, si je peux dire, il se met à crier. Alors plutôt que de de lui dire, mais pourquoi tu as faim, je peux t'aider pour ne plus avoir faim, je me dis, mais tu cries trop, tu me déranges. Vous voyez, on est vivant dans une société… La comparaison ne tient pas, Abdallah Taïa, elle ne tient pas du tout, cette comparaison-là. On parle d'égalité entre les humains, hommes, femmes, quels qu'ils soient. On ne peut pas distinguer les sexes par rapport à un habit et le dire, comme j'ai pu le dire, je ne vais pas vous cacher que ce passage-là de La Villante m'a beaucoup dérangé parce que c'est comme si vous asséniez une vérité, le voile comme liberté. La liberté de la même manière qu'un homme ou une femme a le droit d'être, je ne sais pas moi, nu sur une plage. Non, ce n'est pas la même chose. Le voile est un vêtement prescrit par une religion qui considère que les personnes qui ne le portent pas sont des personnes déviantes.
Il y a des Mais pays à la taille où les femmes sont obligées de porter ce voile sous peine de se faire flageller. On se bat dans les pays arabes dans lesquels nous vivons, nous, désolé, aujourd'hui, justement les pour ne femmes. pas être obligées de porter le voile. Je sais très bien, je ne nie absolument pas que certaines femmes arabes, musulmanes, on les oblige à porter ce voile. Ça, évidemment, Oui, donc ce n'est pas la même chose que d'être nu sur la plage. C'est un vêtement prescriptif. je parle de principe, c'est-à-dire que je ne nie absolument pas ce que vous venez de dire. Loin, je serais vraiment ignorant et imbécile que de l'ignorer. Mais il faut aussi penser à la liberté comme principe absolu. Il faut respecter le choix de certaines personnes aussi par rapport à telle ou telle chose. Et quand cette telle ou telle chose, là en l'occurrence la question du voile devient je sais pas comment dire, une obsession nationale, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que cette chose devient à ce point-là? Parce que c'est un accroc à l'égalité. C'est aussi simple que ça. Parce que vous vivez dans une république dont la devise est égalité. Ça peut être ça. Parce que ces gens-là ont choisi de vivre dans un pays où la devise est égalité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a d'autres inégalités qu'on va dire que cette inégalité-là est belle. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je suis pour telle ou telle chose. Je dis juste que le principe de la liberté devrait s'appliquer jusqu'au bout, c'est tout. Et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui me dérange moi ou bien qui dérange Maya que je vais en faire. Non, ça ne me dérange pas moi, ça dérange le principe de l'égalité. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des femmes, je suis désolé, mais il y a des femmes qui ont choisi de se voiler. Il y a des femmes qui choisissent d'être battues, Abdallah Taïa. C'est pas du tout la même chose, je suis désolé. Ils acceptent d'être battus. Oui, c'est un accroc à l'égalité. Non, mais donc, on va pas. Ouais, on est en train de tourner en rond, mais là, Abdallah Taïa, là, justement, à travers cet échange, il m'a semblé que vous êtes dans une démarche décoloniale, entre deux guillemets, telle que revendiquée par les indigènes de la République et autres groupes. Vous déclarez vous-même que le colonialisme continue dans le lit et vous évoquez le sujet de cette manière dans Celui qui est digne d'être aimé. Mais je sais pas comment dire, ça me paraît une évidence, puisque malheureusement, l'Occident a encore des visions des Arabes, qu'ils soient marocains ou tunisiens ou camerounais ou je ne sais quoi, il a encore des visions extrêmement racistes et orientalistes. Donc, ça me paraît l'évidence même. Il suffit de vivre à Paris et de voir qui nettoie les rues, qui nettoie le métro. Je veux dire, on n'a même pas besoin d'avoir une grande capacité d'analyse intellectuelle pour voir à quel point des principes d'un autre temps continuent d'être appliqués ici en Occident d'une manière générale. Je veux dire, ça me paraît l'évidence même, cette phrase que vous venez de citer. C'est-à-dire, c'est même pas une démarche. Mais quand vous dites que ça continue dans le lit, vous voulez dire quoi au juste? Ben, par exemple, on est amoureux de quelqu'un, c'est ce que explique le livre d'ailleurs, et tout d'un coup, alors qu'on est dans un acte normalement d'amour, un acte de liberté avec lui, et tout d'un coup, on voit de comment il vous parle, de ce qu'il dit de vous, de ce qu'il veut de vous, et ben, on voit la continuité coloniale. On voit d'où vient tout cela. Et il me semble que c'est très important pour un écrivain, comme moi en tout cas, que de relier ces choses-là. Que le combat de l'émancipation et de la liberté ne s'arrête pas devant ces questions coloniales qui aujourd'hui, même si vous, tout à l'heure, voilà, c'est pas que vous avez minimisé, mais c'est des questions qui sont très, très difficilement acceptables en France pour plein de gens. C'est-à-dire que pour plein de Français, la France a fait des choses bien pendant la colonisation, alors que c'était très souvent extrêmement violent, extrêmement violent. Ce passé est presque oublié. Aujourd'hui, il y a des gens, des militants qui essayent justement pour rouvrir ces cahiers du passé, parce que, encore une fois, c'est pas parce que c'est une démarche pour faire du mal à la France ou bien aux dirigeants français, mais c'est une démarche qui
à titre individuel, moi en tant qu'Arabe, moi en tant que Marocain, c'est de mon devoir que de remonter jusqu'à ce moment-là et de voir comment ce moment colonial continue d'influencer nos vies dans un pays comme le Maroc. Quand il y a eu le printemps arabe, euh, euh, fin 2010, d'abord en Tunisie et après dans plusieurs pays arabes, c'était un moment extraordinaire pour toutes les raisons que nous savons. Mais ça a été aussi un moment extraordinaire parce que nous voyions des individus arabes, des jeunes, très jeunes arabes, qui sortaient dans la rue pour enlever, si je peux dire, virer les dictateurs, mais sans se référer aux principes de l'Occident, sans se dire, nous allons devenir et appliquer telle ou telle chose qui y a existé. Tout d'un coup, non, il réclamait la démocratie, qui est un principe occidental. La démocratie n'a pas été inventée par les Arabes. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais par rapport. C'est ça. Le printemps arabe, ça a été pour réclamer la démocratie. Oui, mais ce n'était pas dans une référence occidentale, ce n'était pas pour dire nous allons faire comme la démocratie est une référence occidentale, Abdallah Taïa, qu'on le veuille. Ce que je voulais dire, c'est qu'il partait de quelque chose qui était eux, qui venait d'eux. Ils n'étaient pas dans l'imitation de quelque chose, dans l'imitation d'une logique externe. D'accord, la démocratie. Abdallah Taïa, n'y a-t-il pas ici, comme dans votre manière d'évoquer le colonialisme dans le lit, une essentialisation inversée de l'arabe, du maghrébin? Parce qu'il est arabe, parce qu'il est maghrébin, il doit avoir des manières différentes de faire, de réclamer ses droits, rien que parce qu'il est maghrébin, arabe, noir. Non, absolument pas. Il y a tellement peu de gens qui ont le droit d'écrire et qui ont le droit d'être publiés qu'il est hors de question pour moi d'essentialiser les Arabes. Tout à l'heure, on le disait même sur ma mère. D'accord, je suis pour les femmes et le combat des femmes et tout ça. Je suis au-delà du soutien. Pourtant, il est hors de question que quand j'écris sur ma mère ou sur mes sœurs dans mes livres, de les réduire à des visions schématiques ou bien quelque chose de binaire. Jamais de la vie. En revanche, et je le répète, il ne faut pas prendre la parole, il ne faut pas s'émanciper pour plaire à je ne sais qui, pour qu'il vous accepte. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Or, souvent, il y a un discours qui veut libérer les Arabes, libérer les Africains. Mais il est libéré de quoi exactement? C'est comme si eux, ils n'étaient pas capables de penser à leur propre libération, à leur propre émancipation, ils l'initiaient et l'entamaient dans la rue. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que le printemps arabe est un moment historiquement extraordinaire. Les Arabes, mais je dis les Arabes comme on dit les Français, les Anglais, etc. Je n'essentialise pas. Je donne juste un nom pour qu'on se comprenne, vous et moi. Les Arabes, d'eux-mêmes, d'une logique à eux, se sont réveillés, si je peux dire, et ils sont sortis et ils ont allumé le feu. Un feu extraordinairement salutaire qui dure jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas commenter sur le printemps arabe parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Et là, on va en avoir peut-être pour encore 2 heures de débat. Je vais donc aborder une question de la continuité du décolonialisme. Quand, dans une interview à Jeune Afrique, Abdallah Taïa, vous évoquez la personne oubliée de ce Marocain ou Algérien, j'ai oublié, que Oscar Wilde offrit à André Gide pour l'initier à l'homosexualité. Qu'est-ce à dire? Pourquoi la nationalité de ce jeune prostitué serait importante? Tout à l'heure, ça nous ramène de nouveau à la question coloniale. Vous savez que des choses horribles ont été faites aux femmes marocaines, algériennes, tunisiennes, c'est-à-dire des femmes, c'est-à-dire on les dévoilait, on les dénudait et on les prenait en photo. Ces photos devenaient des cartes postales. Vous êtes au courant qu'il y a eu toute une période. Oui, mais par rapport à ce jeune prostitué, pourquoi sa nationalité serait plus importante, par exemple, que sa classe sociale? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de, je ne sais pas moi, d'un écrivain arabe ou 2 écrivains qui vont, je ne sais pas moi, en Angleterre et que quelqu'un, pour introduire l'autre à l'homosexualité,
lui offre un petit, je ne sais pas moi, anglais qui s'appelle Julian, je ne sais pas moi, quelque chose de cet ordre. Voilà deux sommités de littérature. Économique, c'est économique. Moi, je vous ai proposé C'est pas la économique. lecture, on va dire, un peu marxiste, la lecture de classe, Non, la lecture de classe économique. mais ça se passait dans un moment extrêmement colonial. C'était pendant que la France était en Algérie. Et ce jeune, mais ils ont eu affaire à un jeune prostitué qui venait des classes pauvres, non pas à un Mais fils de pas pacha. parce Se qu'il était. prostitue parce qu'il est pauvre. Donc c'est un problème de classe sociale et non pas de nationalité, je pense. Au-delà de cette question économique, c'est que ce petit moment-là est devenu légendaire dans la construction de l'identité gay en Occident. Et on ne parle que de André Gide et de Oscar Wilde. Et le petit arabe, lui, il n'existe pas. Si ça, ce n'est pas du racisme, si ce n'est pas de la puissance occidentale qui s'applique sur les êtres arabes, ou qu'ils soient arabes, berbères ou africains, ou je ne sais quoi, et qui les utilise, les exploite et les oublie. On ne parle jamais réellement de ce petit arabe. On ne parle que de Oscar Wilde et André Gide, qui, eux, s'émancipent et découvrent l'homosexualité, la liberté avec, avec ce jeune Algérien. On ne parle pas de cet Algérien. On ne parle pas de cet Algérien. Pourquoi est-ce qu'on devrait parler de lui? En quoi est-il important alors que c'est un jeune Algérien qui se prostitue? Il est algérien, justement. Et ça se passe pendant la colonisation française de l'Algérie. Il me ressemble. J'aurais pu devenir se prostituer. J'aurais pu. Et il y a tellement peu de choses qui sont écrites sur la vie des homosexuels d'un point de vue arabe, hein, des points de vue africains ou des points de vue asiatiques. Ça passe toujours par le prisme de ce qui a été inventé sur la question homosexuelle ou LGBTQ d'une manière générale, ce qui a été inventé en Occident. Moi, j'adhère à ce qui a été inventé sur cette question-là en Occident. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un regard critique et de voir que même parmi mes amis homosexuels ou lesbiennes ici en France, dès que je mets à creuser un petit peu, que je me mets à faire un petit peu de la critique sur cette question-là du point de vue de ce que l'autre vit au Maroc, en Tunisie, je me heurte justement à une position de principe, mais non, nous voulons qu'il soit comme nous, qu'il soit libre, égaux et tout ça. La question, évidemment, est beaucoup plus d'un point de vue politique, hein, beaucoup plus complexe que cela. Et puis, tout simplement, je parle de lui parce qu'il est arabe, berbère, comme moi. Je suis arabe et berbère, donc je ne vais pas me mettre, moi, à parler d'André Gide et d'Oscar Wilde. Il y a déjà suffisamment de livres sur eux. Ils sont déjà dans l'éternité de la littérature. C'est à moi de faire émerger la fraternité et l'amour que je ressens pour cet Algérien. Abdallah Taïa, on a toujours soutenu que la seconde génération d'écrivains arabes d'expression française à laquelle vous appartenez était en rupture avec les problématiques de la première génération, celle d'après les indépendances, comme Mohamed Chokri, Essia Jebar, et Keteb Yassine et tant d'autres. Mais en vous lisant, vous et d'autres jeunes auteurs, comme Fatima Daas dernièrement, on se dit que non, finalement. Ce sont les mêmes problématiques qui sont évoquées, le colonialisme, le rapport à la langue française, le traditionnalisme, mais à travers d'autres focales. La démarche est plus individualiste, et plus individuelle et individualiste. Je dirais même plus la grille de lecture marxiste. Individualiste, mais en même temps, il n'y a plus de peur. Avant, c'était une lecture de classe sociale, c'est une lecture justement marxiste. Et justement, on a évoqué ce sujet en parlant du jeune prostitué que moi j'ai placé sur cette grille-là de classe sociale, vous le placez sur un autre niveau. Donc je me dis que l'approche totale est finalement une approche plus individuelle. Mais c'est une approche plus individuelle, mais individuelle politique, d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on le voit bien aujourd'hui en France, qu'il y a plein de jeunes qui ont des jeunes filles ou des jeunes artistes, filles ou garçons, qui ont vu à quel point leurs parents, ils ont souffert en France, on les a obligés à faire des choses pas bien, si je peux dire. La France ne les a pas bien traités. Et eux, arrivés comme Fatima Daas, où
je ne sais pas comment dire, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de ce que la France dira d'eux. Ils n'ont plus peur. Donc, ils s'engagent à travers l'écriture pour dire leur vie en France, mais sans chercher à s'excuser, ils sans chercher à plaire à un certain lectorat, si je peux dire. Quand on lit, évidemment, et qu'on creuse un peu plus profondément dans tout ça, on voit bien que, effectivement, comme vous le dites, le thème du colonialisme français est en train de revenir. C'est-à-dire qu'il est temps d'avoir un regard réellement critique sur cette époque-là et d'essayer de changer les choses. Donc, ce n'est pas seulement les changer dans quel sens? Les changer dans le sens, ne serait-ce que dans le regard, parce qu'on ne peut pas avoir toujours, on peut pas toujours avoir peur devant quelqu'un qui, lui, au fond, ne sait rien sur nous. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de lui raconter quelques petites histoires sur nous, comme ça, lui, il a quelques petites notions qui vont l'aider peut-être à avoir une petite bonne image de nous. On s'en fout aujourd'hui de ça. Fatima Das, dans son livre merveilleux, La petite dernière, elle parle d'elle, mais elle parle beaucoup de son père, elle parle beaucoup de sa mère. On l'a interviewée, elle était notre invitée dernièrement. Une amie à moi, et elle parle aussi de cette place que la France leur réserve en banlieue. Alors elle le fait avec une magie qui fait que peut-être pour certains, ils ne voient pas cet aspect-là politique-là, mais cet aspect-là politique, il est là et bien là. Ça, c'est clair, pour moi en tout cas. Sinon, Abdallah, pour décortiquer encore et toujours vos démons, le passé qui rejaillit toujours, vous utilisez aujourd'hui un support nouveau pour vous, le théâtre. Racontez-nous la jeunesse de cette pièce, Comme la mer, mon amour. Comme la mer, mon amour. Le titre est très beau, n'est-ce pas? Oui, il est beau. Je vous l'accorde. Il vient d'une chanson de la grande chanteuse marocaine Samira Saïd, qui fait une carrière en Égypte depuis les années 70. Et cette chanson s'intitule en égyptien Zay el-Bahr Habibi. Donc moi, je n'ai pris la chanson, le titre, et je l'ai traduit en français. Ça donne Comme la mer, mon amour. Ça parle de deux amis marocains, une fille et un garçon qui étaient les meilleurs amis quand ils ont débarqué en France en 1999. La fille a quitté complètement le garçon du jour au lendemain. Quelques années plus tard, ils se retrouvent et la pièce se passe au moment où ils se retrouvent. Et lui, il veut savoir pourquoi elle est partie. Et pour y arriver, parce qu'elle est devenue autre chose, elle est devenue bourgeoise, riche, et elle fait comme si elle ne se souvenait pas. Et lui, sa mission, et la mission de la pièce, c'est de la ramener à ce moment où tout d'un coup, la mémoire va lui revenir. Pas seulement la mémoire de lui et d'elle, mais la mémoire de ce qu'il faisait en 99 pour ne pas se sentir complètement écrasé par l'expérience de l'immigration en France. Et ils passaient leur journée et leur nuit souvent à regarder les films égyptiens. Du coup, la pièce en entier devient cette chose un peu romantique, le retour des fantômes, et en même temps politique, romantique des fantômes, et en même temps politique, comment les films égyptiens aident deux immigrés marocains à se trouver une place en France. C'est une pièce de théâtre, mais elle est entièrement dans l'amour des films égyptiens. Et elle est inspirée de faits réels. Totalement. Oui, oui. C'est inspiré d'une activité réelle. Et l'actrice, la comédienne Boutaina Al-Fakkak et moi-même, nous étions réellement amis à l'époque, etc. Elle est devenue comédienne, je suis devenu écrivain. Alors, on ne regardait pas les films égyptiens, elle et moi, c'était avec une autre amie. Mais le point de départ, c'est vrai, il est complètement autobiographique. Comme la... Et on va la jouer normalement ici à Paris, à Théâtre Ouvert, en mois de juin, si tout va bien. Mais elle est déjà prête. On a fait déjà la mise en scène. Et donc, on a écrit tous les deux les textes. Les metteurs en scène, c'est elle et moi. Et nous jouons tous les deux nos propres rôles.
Et l'examen de se passer dans cette pièce va se passer à travers les films égyptiens dont vous êtes grand amateur, ces films égyptiens qui étaient votre seul exutoire pendant votre enfance et votre jeunesse. Vous étiez de quelle équipe film d'auteur, Chahine et compagnie ou alors Moukawelet? Non, 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 non. Moi, c'est les... Lydia Jondi et tout ça, puisqu'on appartient à la même génération, on a dû voir les mêmes films. Hein. Non, moi, je suis né en 73 et je me souviens en Moi, en 1980. 72, voilà. Voilà, en 80-81, ce qui compte bien avant Aflam wa Qawalat, il y avait les vieux films égyptiens qui passaient à la télé le soir, le vendredi Oui. soir. Et l'essentiel de mon adolescence s'est passé dans l'attente de ces films égyptiens. Et moi, je les aimais tous. Je n'avais pas cette idée que Shahin était important, que Salah Abousseid était important. L'idée la plus importante, c'était le film égyptien. Et c'était incroyable, je trouvais ça incroyable qu'il existe ces choses et ces corps qui parlent d'amour en arabe, qui parlent qui parlent de nous. Même si ça se passait en Égypte, j'avais cette impression que ces films étaient là pour nous et je les voyais avec mes sœurs, avec ma mère, avec mon père. Il y avait une forme de quelque chose qui nous réunissait. Et moi, vraiment, je dirais que ça m'a sauvé la vie, les films égyptiens, parce que j'ai trouvé là quelque chose où avoir un peu de force, un lieu où pleurer, où rêver, des hommes à aimer. J'étais très amoureux de plusieurs. Kamel Chenaoui, par exemple, j'étais très amoureux de lui, Avec de sa petite moustache. sa moustache. J'adorais Kamel Chenaoui, tout le monde aimait Omar Sharif Taban, mais moi j'adorais Kamel Chenaoui. On va se quitter sur votre choix musical. Je me serais attendue à un choix musical inspiré de ces films égyptiens. J'avais attendu du Abdel Halim ou du Shedia. Et là, c'est un choix surprenant, mais très beau. Roberta Fleck, expliquez-nous ce choix, Abdelattaï, avant de nous quitter. Quand vous m'avez demandé de choisir, ça a sauté tout de suite dans ma tête parce que c'est la chanson que j'écoute en boucle depuis 2 semaines. Voilà. Le titre, The First Time Ever I Saw Your Face de Roberta Fleck. C'est une chanson, c'est plus qu'une chanson, c'est un chef-d'œuvre absolu et je la vénère. Voilà, depuis 2 semaines, j'écoute cette chanson non-stop et je l'offre à vous, Maya, pour vous remercier de m'avoir invité, à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, et si vous me permettez, à toute la communauté LGBTQ dans le monde arabe. Je les aime, je les soutiens. Je sais que l'existence de quelqu'un comme moi est très importante pour eux, et je leur dédie à vous et à eux cette chanson, The First Time Ever I Saw Your Face. merci beaucoup, Abdelattaï. Nous vous quittons sur le choix musical de notre invité d'aujourd'hui, Abdelattaï, écrivain et réalisateur marocain. À la prochaine déconfinade. Au revoir. The gifts you gave to the dark and the endless sky.